Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre magazine de questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Attribution illégale de 9 concessions forestières par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Les organisations et réseaux de la société civile environnementale congolaise réunis au sein du groupe de travail Climat-RED rénové GTCRR sont donc montés au créneau vendredi 14 mars 2020 au cours d'une conférence de presse pour fustiger une nouvelle violation du moratoire en vigueur depuis 2005 en vertu du décret numéro 05/116 du 24 octobre 2005. Ces décrets fixent les modalités de conversion des anciens titres forestiers et porte sur l'extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière. Voici les détails dans ce reportage de notre consoeur Muriel Makiese sur les images de Fanfa Makitudoma. Ce sont au total 9 concessions forestières attribuées illégalement par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, autorisant la cession de 9 contrats de concessions forestières, tous passés le 14 janvier 2020, portant respectivement et successivement le numéro 001 à 009/2020, conformément aux 4 arrêtés ministériels pris le 23 décembre 2019. Les organisations et réseaux de la société civile environnementale de la RDC, réunis au sein du groupe de travail Climat-RED rénové GTCRR, ont manifesté vendredi 14 mars 2020 leur mécontentement à l'égard de cette attribution illégale qui viole le moratoire en vigueur depuis 2005 en vertu du décret numéro 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière. La société civile exige transparence et légalité car les ressources naturelles doivent être gérées selon les normes établies. La preuve des concessions vendues, ça c'est une autre chose. Je pense que nous avons des concessions, des actes de cession, des installations de cession. Il y a un travail à faire de terrain, en complément de notre travail ici. Nous n'avons fait qu'une revue de légalité juridique et on a fait cette lecture-là. Nous pensons que le dialogue est là. Nous pensons qu'on a été franc avec lui parce qu'on a analysé de manière claire les documents, on a compris avec lui d'ailleurs, parce qu'on l'a signifié hier, qu'il y avait des problèmes avec ces concessions. Et la réponse, l'ouverture qu'il nous donne, il y a deux possibilités pour nous. Mais je pense que la solution, c'est de poursuivre, de continuer à faire tout ce qui est à notre disposition pour que ces arrêtés soient retirés. Mais ça ne résout pas le problème de la légalité, comme je l'ai dit. Nous devons, comme on a l'audit, c'est l'audit qui va nous aider, avec le thème de référence, à revenir sur toutes les illégalités qui ont précédé, parce que le gouvernement succède et ils héritent, il y a la continuité de l'État. Tel que vous nous voyez réunis aujourd'hui comme un seul homme, ça dit qu'on n'est pas contre la mobilisation des recettes de la part du ministre. Nous ne sommes pas contre ça, mais nous voulons que les choses se passent dans la légalité. Si la société civile continue à crier, continue à parler et va continuer son plaidoyer, c'est pour que la loi soit appliquée. Il y a des lois qui existent qui régissent les secteurs forestiers. Il y a des lois qui existent qui régissent le secteur de l'environnement. Et la RDC a ratifié à plusieurs textes internationaux. Vous le savez comme nous. Nous voulons bien qu'on puisse avoir des moyens. Nous voulons bien que les expatriés soient protégés. Parce qu'ils sont investis, ils viennent investir chez nous. Mais il faut que cela se fasse dans la légalité, dans l'application des textes existants. Pour la société civile environnementale, 2 entreprises chinoises ont reçu chacune plus de 500 000 hectares, chose interdite par les dispositions de l'article 92, alinéa 4 du Code forestier. 779 870 hectares pour Congo Sunflower Forestry Development et 791 675 hectares pour Congo King Forestry Development. Des attributions illégales se présentant sous 2 catégories selon la société civile.
D'abord, des concessions forestières ayant fait l'objet des rétrocessions volontaires au domaine forestier privé de l'État, puis réattribuées à partir de l'année 2016, et enfin des concessions forestières ayant été régulièrement retirées de leurs bénéficiaires, réversées dans les domaines forestiers privés de l'État à partir de l'année 2016 sous les moratoires. Ainsi, la société civile adopte la position selon laquelle le code forestier qui régit le secteur forestier limite à 500 000 hectares le maximum qui peut être attribué à une entreprise forestière. Et là, on se retrouve avec une somme de superficie qui va au-delà du seuil minimal qui est fixé, maximal, qui est fixé par le code forestier. Donc, ne fût-ce que de ce point de vue, on a déjà un premier élément de l'illégalité des concessions qui ont été attribuées. Donc on est allé au-delà du maximum légal qui est prévu. Lorsque nous avons approché le ministre pour pouvoir davantage comprendre les soubassements de sa décision, il nous a fait savoir que lui n'a pas porté atteinte au moratoire et qu'il n'a pas attribué de nouvelles concessions. Tout ce qu'il a fait, c'est d'autoriser des cessions qui sont intervenues entre deux concessionnaires forestiers. Le troisième élément, c'est que les concessions dont le ministre a autorisé la cession n'étaient pas attribuées de façon légale. Parce que depuis 2008, le pays s'est doté d'un décret qui organise l'attribution des concessions forestières. Ce décret prévoit que pour les concessions qui sont destinées à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre, le mode d'attribution, c'est l'adjudication, qui consiste à faire un appel d'offres et à comparer les offres pour sélectionner les soumissionnaires qui a présenté la meilleure offre. Enfin, le dernier argument, c'est que, comme vous le savez, depuis 2005, il y a le moratoire sur les concessions forestières. Il est interdit au ministère de l'Environnement d'attribuer des nouvelles concessions et le décret qui institue ce moratoire pose une condition, et c'est une condition fondamentale de forme, c'est qu'il faut qu'il y ait un autre décret pris par le Premier ministre qui lève le moratoire lorsque les conditions qui sont prévues par ce même décret sont réunies. Et aujourd'hui, si le gouvernement n'a pas pu prendre un décret pour lever le moratoire, c'est parce que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour ouvrir le domaine forestier au marché forestier spécialement pour l'exploitation industrielle du bois d'œuvre. Il est à noter que depuis plusieurs décennies, le secteur forestier congolais fait l'objet d'une gestion opaque par ses animateurs. Chaque ministre qui arrive à la tête du ministère de l'Environnement amène son lot d'illégalité dans ces secteurs qui contribuent nullement au budget de l'État, moins encore au développement des communautés locales et populations autochtones qui vivent et dans les forêts congolaises. Vous aurez donc compris que le secteur de l'environnement, de façon générale, mais forestier particulièrement, est géré donc de façon peu orthodoxe. Voilà pourquoi les organisations et réseaux du secteur de l'environnement en République démocratique du Congo se sont donc levés pour fustiger ce comportement du ministre de l'Environnement afin que la gestion forestière soit une gestion durable et qui profite bien sûr à la population congolaise et particulièrement aux peuples autochtones, aux populations locales qui vivent de et dans les forêts congolaises. Toujours au groupe de travail Climat RED de Rénover, mais cette fois-ci, comment comprendre son apport dans le processus RED+. Le RED+, c'est la réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, pour lesquelles le pays a réalisé des avancées, comme on le dit d'ailleurs. Est-ce que les communautés locales et peuples autochtones tirent-ils profit de ce processus? Nous avons donc posé la question à Guy Kajemba, qui est coordonnateur national ad interim du groupe de travail Climat RED de Rénover. C'était au cours d'une interview que nous avons réalisée avec lui. Regardez les détails dans cette interview. En
En 2009, nous avions levé les options avec l'appui d'une firme internationale qu'on appelait McKinsey, qui nous a montré les potentialités de la RDC en termes de forêt. Et le processus RED lui-même, qui était un processus basé sur les résultats, où il y avait les paiements, donc il y avait des efforts qui devaient être payés, nous avons pensé que ce serait un mécanisme qui pouvait nous rassurer et nous aider à réduire la pauvreté. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé, nous avons levé les options, la République bien sûr, et nous, société civile, accompagner la République pour voir si cette option peut être la bonne, parce que les autres options n'avaient pas réussi jusque-là. On était en couteau tiré avec tous les exploitants forestiers. On retrouvait les enfants assis par terre dans la forêt. Quelqu'un qui vit sous l'arbre et qui est assis par terre à l'école. On s'est dit qu'on pouvait essayer un autre mécanisme. Ce mécanisme a progressé depuis 2009. Il y a eu une évolution, il y a eu des efforts qui étaient consentis et le gouvernement a été disposé et nous-mêmes on l'a accompagné pour aller étape par étape et arriver au niveau où nous sommes, où nous avions été aujourd'hui proclamés le pays le plus lead. Parce qu'au niveau international, il n'y a pas un autre pays qui a atteint le niveau qu'on avait atteint. Nous avions eu en première partie notre RPP, le Readiness Proposal, le document, la note d'idée du projet. Et c'était en 2009. Et en 2012, on a eu la stratégie nationale qui a été coulée, qui a été finalement traduite en plan d'investissement en termes chiffrés. Et nous avons aujourd'hui un basket fund de $1 milliard pour l'ensemble des activités que nous sommes en train d'implémenter. Je insiste aussi, l'avantage de la RED, c'est différent parce que quand vous voyez l'exploitation minière, on prend des échantillons, on amène par-ci par-là, il y a des experts internationaux qui font des va-et-vient, on fixe les prix quelque part. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un villageois, d'un paysan qui protège un arbre et qui demande qu'on le paye en fonction de cet arbre-là. Et donc, on a l'assurance que l'argent ou les moyens arriveront aux premiers concernés, à ces messieurs-là qui vivent dans la forêt. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que le taux de déforestation de la RDC jusqu'à aujourd'hui est à 0,3%. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons été nous-mêmes là des champions dans la conservation de la forêt et que donc nous avions à revendiquer. Nous ne voulons pas seulement être payés, mais nous voulons être payés historiquement. C'est-à-dire, en termes de notre histoire, nous avons fait des efforts pour lesquels nous pensons qu'on devrait être payés. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il y a des communautés, des peuples qui vivent avec ces forêts, dans ces forêts, et que donc on ne fera pas la réduction pour la réduction, on ne fera pas ce qu'on appelle les déguerpissements des communautés ou de quoi. On va laisser les communautés vivre dans la même tradition, parce que cette tradition n'a pas eu d'impact suffisant sur la nature des forêts. C'était donc là Guy Kajemba, coordonnateur national à l'intérim du groupe de travail Climat RED Rénové, qui parle là du processus RED+, de ces retombées des stratégies à mettre en place pour mener à bien ce processus. Parlons à présent de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé en octobre 2019 l'opération Kinbopeto dans le cadre des travaux d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Une initiative du gouverneur de province, Jean-Tiningo Bilambaka, qui a dans ses mains la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, la RATPK, comme organe technique de la ville en matière donc d'assainissement. Mais quelles sont les missions de la RATPK? Quels sont les moyens dont elle dispose pour mener à bien ou pour être au rendez-vous de l'opération Kinbopeto? Quelle est sa stratégie quant à ce? Autant de questions que nous avons posées à Benjamin Kouketuka, qui est chef de division à la RATPK, que nous vous proposons donc de suivre dans cette interview. La RASKIN est l'organe technique du gouverneur de la ville de Kinshasa. Lorsque le président lance, ça c'est une pensée. Mais la matérialisation de toute cette philosophie, c'est la RASKIN qui le réalise au niveau de la ville-province de Kinshasa. Vous, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous disposez comme matériel pour réaliser réellement cette vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'assainissement, le projet Kinbopeto? En termes de matériel, nous en avons. Quand bien même se peut par rapport à l'étendue de la capitale, mais nous avons quand même quelques matériels qui nous permettent de répondre
tant soit peu aux besoins de Kinois en matière de l'assainissement. Mais les besoins sont réels. Nous avons besoin qu'on puisse nous renforcer en termes de matériel. Le gouverneur, dès qu'il est entré, la première des choses qu'il avait faites, c'est d'arranger d'abord tout ce qui était en mauvais état, ce qui a fait que nous puissions avoir plus de 30 engins pour nous permettre de travailler. Mais nous savons que ce peut, par rapport à l'étendue, nous savons que ce peut, par rapport à la production journalière d'immondices dans la ville de Kinshasa, nous savons que ce peut, par rapport à la population. Mais nous tentons de lutter afin de soulager la population dans ces domaines. Quelles sont les stratégies que vous-même vous mettez en place pour être au rendez-vous de cette opération Kinibopéto? Les stratégies sont là. Vous pouvez être moins servi en termes de matériel. Lorsque les stratégies sont efficaces, on atteint facilement l'objectif poursuivi. Les stratégies sont multiples, mais du moins, nous avons sollicité que les bourgmestres puissent aussi intervenir, puissent s'intégrer dans cette philosophie. Parce que dans le passé, il n'y avait que la Raskin qui travaillait. Et le travail était tellement lourd. Avec l'intégration ces derniers temps de tous les bourgmestres de la ville, on sent que le travail est un peu allégé parce que les bourgmestres ont pris la chose en main, la Raskin a pris la chose en main, les structures, les ONG ont pris les choses en main et ça, c'est un moyen pour nous permettre d'atteindre l'objectif et de matérialiser la pensée du président de la République, Kinibopéto. Qu'en est-il de la population? Parce que, en fait, ce n'est pas le bourgmestre, ce n'est pas la Raskin qui jette les immondices dans la rue, c'est la population. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette population? Oui, bien évidemment, c'est là où la population doit comprendre. La population crie toujours que ça est salité. La ville est sale, mais elle oublie qu'elle est aussi à la base de toutes ces saletés qui jonchent la ville. Ce que nous demanderons à la population, c'est de bien protéger les déchets, c'est de bien canaliser les déchets. La population n'a pas qualité de jeter les immondices dans la rue. Même lorsque vous êtes dans le bus avec un simple papier mouchoir, vous n'avez pas le temps de les jeter dans les artères. Retenez votre papier mouchoir pour nos mamans. Mettez vos papiers dans des sacs. Pour les hommes, tu peux les mettre dans la poche. Arrivez à la maison, vous mettez ça dans une poubelle. Et ceux qui sont dans des ménages, vous n'avez pas droit de prendre les immondices, de donner aux chégués ou de prendre les immondices la nuit pour aller jeter dans les artères principales. C'est ces immondices qui doivent créer encore des maladies et qui va vous déranger. Vous allez crier que Kinshasa est Bosoto, tout en oubliant que les immondices qui créent les Bosoto dans la capitale, c'est ces immondices que vous avez vous-même jetés dans la rue la nuit. Je demanderai à la population de suivre les conseils que donnent les bourgmestres, les chefs du quartier, ainsi que la Raskin. C'est-à-dire, prenez vos déchets, donnez aux charretiers. Les charretiers vont les déposer à un endroit approprié. Et c'est de là que la Raskin viendra ramasser tous ces déchets. Est-ce que c'est celle-là la politique de la Raskin pour l'évacuation des déchets dans la ville-province de Kinshasa, donnée aux charretiers? La Raskin a, à l'exception des évacuations, la Raskin a aussi le rôle de l'accompagnement. La Raskin accompagne les charretiers dans des conseils. La Raskin forme les éboueurs dans des communes. La Raskin accompagne aussi certains bourgmestres. La Raskin a pour rôle, en dehors de tout ce que je viens de dire, de former, d'accompagner, de conseiller et d'évacuer. C'est ça en soi notre mission. Mais du moins, elle ne peut tout faire. La Raskin ne ramasse pas dans des ménages. La Raskin ramasse à la décharge de transit et amène ça à la décharge finale. Voilà ce que fait la Raskin en rapport avec le ramassage des immondices. Lorsque la Raskin commence à sortir, comme vous êtes en train de le constater, c'est parce qu'il y a débordement partout. Nous sommes en train de conclure que la population ne suit pas à la lettre ce que nous donnons comme conseil à la radio, à la télévision, dans les églises. La population ne suit pas. Et lorsqu'il y a débordement, la Raskin ne peut que sortir et ramasser dans la rue parce que nous n'avons pas de choix et c'est notre mission. Voilà, c'était donc là Benjamin Koketouka, qui est chef de division
à la Régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa qui nous a parlé de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, des objectifs de la RATPK, des émissions, des stratégies qu'elle met en place pour être au rendez-vous de l'opération Kin Bopeto. Les grands rendez-vous environnementaux sont donc nombreux à travers le monde, mais avec l'épidémie de coronavirus, en tout cas, rien n'est sûr que ces événements vont avoir lieu aux dates prévues. Toutefois, voici les faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir. Il faut savoir que du 17 au 20 mars 2020, il sera donc organisé le groupe de travail spécial d'experts techniques sur l'information sur les séquences numériques des ressources génétiques, et cela va se tenir à Montréal au Canada. Du 18 au 20 mars 2020, Cotonou au Bénin va accueillir le symposium Biodiversité végétale et développement durable. Et puis le 23 et 24 mars 2020, ce sera donc le troisième think tank ATIBT, c'est l'Association pour le traitement des bois tropicaux 2020 qui va se tenir à Douala. Nous sommes là au Cameroun. Du 13 au 17 avril 2020, il va s'organiser les cours de formation en Asie occidentale, centrale, orientale sur l'évaluation des risques des organes vivants modifiés. Ce sera à Oulan-Bator en Mongolie. Le 23 avril 2020, la Comifac va donc organiser le séminaire de synthèse et fermeture du projet à Douala au Cameroun. Le 24 avril 2020, il va se tenir la 5e édition du comité conjoint de coordination de la Comifac et ce sera à Douala au Cameroun. Madame, Monsieur, c'est par cette rubrique événements à venir que nous allons mettre un point final à cette émission RDC Environnement. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement qui doit être durable et pour que nous puissions vivre dans un monde vivable et durable. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci à Muriel Makesse, merci à Fanfa Makitou Doma, merci également à Guilhem Nzembe de Gonzac et merci surtout à vous, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Comme nous l'avions dit, l'environnement revient la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.